Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette 15e vidéo consacrée à l'analyse d'Akira, le manga de Katsuhiro Tomo. Donc la 15e et avant-dernière vidéo. Donc cette dernière va donc se concentrer des épisodes 113 au 116 qui ont été publiés donc dans le Young Magazine. Avant de commencer toute chose, je voulais faire part de deux erreurs, enfin deux oublis que j'ai effectués donc dans la vidéo antérieure. Donc la première qui n'est pas très grave, en fait j'avais oublié de mentionner que Joker avait prévenu Kei que Canada avait été absorbé par Tetsuo. Voilà, donc là aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Bon, c'était un petit détail, mais voilà. Et ensuite, un beaucoup plus grave, là, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai oublié, c'est impressionnant. Donc, lors de la présentation, donc de la page titre de l'épisode 111, où on voyait donc les lunettes de Miyako. En fait, voilà, je voulais présenter donc cette page titre pour faire référence donc aux lunettes du médecin de garde qui avait été éclaté par Tetsuo donc lorsqu'il s'était évadé de l'hôpital. Là, ça m'est complètement passé la trappe, donc je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc je peux pas refaire les vidéos bien sûr, mais les écrits ont été modifiés. Donc dans le PDF, il y aura donc ces petites précisions qui seront rajoutées. Voilà pour le mea culpa. Donc dans la 14e vidéo, on s'était donc arrêté donc dans la chambre froide. Tetsuo et Kaneda donc étaient de nouveau face à face. Donc ils avaient échangé des regards assez terrifiants et douloureux. Et Tetsuo donc avait fini par éclater, absorbant son ami. Et dans la furie, donc, il s'était extrait du cratère en emportant la capsule cryogénique. Une illustration éminemment apocalyptique pour introduire l'épisode 113, sorti dans Young Magazine, le 5 février 1990. Nous y voyons la capsule cryogénique s'extraire du cratère avec une prestance quasi identique à celle de la dernière page du chapitre antérieur. Même valse tubulaire, même harmonie structurale, même orientation spatiale, même position de son sas. Seul le corps globuleux de Tetsuo n'y apparaît pas à sa cime. Un visuel impactant qui inaugure l'épisode le plus court de toute la saga, avec juste 12 planches, ce qui est amplement pardonné, tant la catalepsie imposée par ce dépouillement graphique est colossale et jubilatoire. Sur le mont de charge, les secousses dues à l'éruption de la chambre froide se font de plus en plus sentir. Ryu en perd l'équilibre. Soudain, Akira, ballotté par une brise insoupçonnée, commence à rapprocher ses mains gantées l'une de l'autre. De sa bouche s'extirpe la même vocale saccadée et uniforme. L'ancien anarchiste est abasourdi. Il comprend parfaitement bien ce qui se cache derrière cette gestuelle qu'il put contempler, jadis, depuis les quais. Numéro 28 hausse le ton. Son regard se concentre sur la jonction de ses paumes. On perçoit la contraction musculaire de ses avant-bras. Au monastère, Masalo sursaute d'inquiétude. Kyoko, de nouveau connectée à ses électrodes, s'exclame instinctivement. Il est trop tôt. Ce qui laisse sous-entendre que ce qui est en train de se produire à cet instant précis ne doit tout justement pas se produire à cet instant, mais il n'empêche que cela doit se produire. Akira doit donc se manifester, pour la 3e fois. Pas maintenant, mais il le doit. Cela me refait penser aux paroles de numéro 25 lorsqu'elle conversait avec ses confrères dans le QG de l'armée, au début de l'épisode 19. Elle nous avait transmis, comme un signal subliminal, qu'Akira devait être l'artisan d'un accomplissement qui changera la face du monde. Et on sent, à l'instant présent, que cet accomplissement est sur le point de se réaliser. Mais pourquoi est-il trop tôt? Et Miyako répond, Tetsuo n'est pas encore dans sa phase finale. Mais qu'est-ce qu'un Tetsuo en phase finale? Lors de son entretien passé avec numéro 41, la prêtresse lui avait affirmé que la consommation de drogue limitait le potentiel de son pouvoir. Et lui avait d'ailleurs ordonné d'arrêter cette consommation pour tout justement pleinement libérer ce potentiel. C'est ce que fit l'adolescent, il commença à muter. Son anatomie ne pouvant supporter une telle quantité d'énergie, cette dernière devait sans cesse s'épandre vers d'autres corporéités. Toutefois, Tetsuo sut contenir cette énergie, soit en recueillant la douce affection de Kaori, soit en recevant au poitrail le dernier cri du génie génétique américain, soit en se transformant en un fœtus difforme, réminiscence de sa naissance et origine même de ses propres souffrances, soit en s'assujettissant à cette force mystérieuse que représenta son amitié avec Kaneda. Toujours, il sut dompter ce potentiel qui jamais ne put être pleinement libéré. Ce serait donc ça, un Tetsuo en phase finale, un Tetsuo évanescent, déféquant inlassablement ce pouvoir le contenant.
Il ne faut pas oublier que le plan officiel de Miyako était d'utiliser l'énergie de numéro 41 pour éradiquer Akira. Ce qui laisse supposer que cette même énergie, une fois affranchie, serait apte à absorber le mutant. C'est peut-être pour cette raison que Kei, lors de son premier affrontement contre l'adolescent dans l'arène olympique, tenta de le perforer. Par cette action musclée, elle pensait pouvoir pleinement libérer ce pouvoir. Mais ce fut un échec. Ceci dit, nous savons tous que la vieille ne souhaite éliminer Akira, car les récents propos de Kyoko sont formels. Le jeune môme doit se manifester. Mais avant ça, il faut que la puissance de Tetsuo s'émancipe de cette masse embryonnaire. Sans quoi, et la prêtresse le souligne, la somme de leurs deux énergies pourrait être dévastatrice pour notre belle petite planète. Au-dessus du cratère, Tetsuo se met à geindre cette voyelle singulière. Il se redresse lentement et rapproche ses deux paumes l'une de l'autre, mimétisant à merveille la gestuelle et l'acoustique de numéro 28. Ce dernier est d'ailleurs toujours très concentré. Des particules phosphorescentes s'agglutinent au creux de ses mains. Un spectre lumineux commence même à se dessiner. Sa posture symétrique est seulement entachée par cette banderole de poupée qu'il porte autour du torse. Une sphère énergétique se forme alors. Le courant d'air semble sans cesse plus virulent et tout s'écroule aux alentours du mont de charge. Ryu est désespéré. Il voit le sol s'éclaircir. Il est à nouveau témoin de cet événement qu'il vécut sur les berges du canal, avec ce jet incandescent et ses ombres projetées. Cependant, la scène ne se noie pas dans un mutisme aveuglant, car il ordonne aux mutants de s'arrêter. Mais il est trop tard, la fournaise est en marche. Neo Tokyo is about to explode. De son côté, Tetsuo se présente en négatif. Baigné par l'opacité nocturne, il s'enrobe de faisceaux lumineux, obscurs, comme s'il était le complément d'Akira, son inverse. Et oui, si numéro 28 a un pouvoir nihiliste, destructeur, Tetsuo, lui, a un pouvoir constructeur. Nous en fûmes témoins lors de son Little Big Bang. La combinaison de ces deux forces devrait normalement s'annuler, mais leur résultat pourrait être tout aussi catastrophique. Ce qui justifie pleinement les craintes de Miyako. Désespéré, Ryu sort un flingue de sa poche et pointe l'arme sur Akira. Il réitère sa requête. « Arrête !» Mais le mutant est sourd à toute semonce. Il intensifie même sa concentration énergétique, accentue la vélocité de son vocable. L'anarchiste le mord du regard. Il sue à grosses gouttes, intégralement noyé par l'indécision. Agrippé à la gâchette, sa main tremble comme une feuille morte. Il fixe Akira sur le point d'exploser et ne peut plus se permettre d'hésiter. Il finit par tirer et perfore l'omoplate droite de numéro 28, qui cesse toute entreprise sous un cri silencieux. Miyako, Masaru, Kyoko et même Kei perçoivent l'impact de la balle et restent sclérosés d'effroi. Un arrêt sur image sublime nous montre le jeune môme perdre l'équilibre. La dysthymie de ses contours buccaux et oculaires décrit parfaitement bien la douleur qu'il ressent. Lui, qui était hors de ce courant invariant, lui, qui était exclu de cette fatalité existentielle et de ce fait imperméable à toute souffrance, semble, après cet impact, s'embourber dans ce flux vertigineux. Derrière lui, Ryu observe cette perte d'équilibre avec contrariété. Il se demande si son acte fut vain. Soudain, un énorme tuyau dégringole juste au-dessus de sa personne. Akira, lui, tombe au sol, inerte. Impossible de savoir s'il est mort ou vivant. Dehors, la concentration énergétique entreprise par Tetsuo stoppe brutalement sa croissance. L'adolescent en écarquille même les yeux. Il dévisage ses paumes dénuées, donnant l'air de ne pas comprendre, comme s'il ne faisait plus qu'un avec numéro 28, sans pour autant en être conscient. Au temple, nos trois mutants sont en panique. Masaru et Kyoko souhaitent immédiatement les porter de l'aide à Akira. Mais Miyako leur interdit, car ils ne doivent surtout pas s'approcher de numéro 41. Mais ils n'ont plus le temps, il faut agir au plus vite. Preuve que la manifestation du jeune môme doit se produire dans une instantanéité précise et que cette dernière est l'objectif terminal de nos trois mutants. La masse fétale de Tetsuo se dresse alors dans la nuit. Elle pointe ses stémates ballonnés en direction du monastère. La trame omniprésente qui la recouvre ne fait que renforcer la rugosité de son épiderme. La prêtresse ressent son regard, elle discerne son intention et, dans un cri de désespoir, annonce son imminente arrivée. Après un tournoiement de feuilles, nous nous retrouvons face à une illustration tout aussi apocalyptique que la page titre de cet épisode. Nimbée par le même dépouillement graphique, auréolée par la même frénésie jubilatoire. La capsule cryogénique, avec son sas orienté et positionné dans la bonne direction, se soustrait de la pesanteur sur un dôme de poussière albâtre. Au-dessus, numéro 41 modèle son corps, dans une posture identique à celle qu'il arborait quand il se trouvait sur le satellite Floyd, avant son impact contre le porte-avions.
À croire qu'il mène ici son deuxième assaut, sa deuxième guerre, avec la même fougue et la même vivacité. Il s'approche de la caméra, lentement. Son regard est splénétique et posé. Il est serein et confiant, mais il est aussi unanime et perturbant. Il va la gagner, cette guerre. Il va la gagner pour lui, pour Kaori. Ceci nous fut anticipé. Sans même proposer d'ellipse temporelle, nous nous retrouvons immédiatement face au monastère, détérioré et assombri par la trame. La sphère tubulée et Tetsuo nous apparaissent promptement de dos, sur un cadrage isométrique à nous faire tourner la tête. Entre cette absence de perspective et ce contraste volontairement accentué, nous perdons tout repère de distance et de volume. La capsule paraît minuscule, ou le temple démesuré, mais un problème d'échelle rend cette image instinctivement vomitive. Et le choc est imminent. La chambre froide vient percuter de plein fouet la toiture du monastère, sous une sonorité âpre et tellement reconnaissable. Tetsuo a miraculeusement disparu du cadrage, ce qui nous laisse supposer qu'il a éjecté la capsule avec fougue et enthousiasme, comme si le corps de Kaori importait moins que la vie de Miyako. La sphère métallique s'écrase sur le plancher, générant désastre et chaos au cœur de l'arène. Le visage de numéro 41 réapparaît aux côtés de sa vocalise, qui ne fait qu'accentuer la précision de son objectif. Dans sa chute, sa masse corporelle s'accapare instinctivement de quelques réfugiés se trouvant dans l'hémicycle. La vieille prétend que, n'étant plus en résonance avec Akira, il est invariablement attiré par son énergie et par celle des deux autres mutants. Je doute que la prêtresse ignore ou ne ressente toute la rancune que lui porte Tetsuo, mais il n'empêche qu'elle ne la mentionne pas. Et même si la déviation de ses propos peut paraître absurde, car elle n'a absolument rien à cacher à numéro 25 et 27, elle nous démontre encore une fois toute son habileté rhétorique. Bref, elle demande à Kyoko et Masaru de se rendre auprès d'Akira, afin de l'aider à libérer son pouvoir. Elle, de son côté, tentera d'en finir avec Tetsuo, ou tout du moins de le mener jusqu'à sa forme finale. Ce qui prouve qu'elle s'en sent parfaitement capable. Donc pourquoi a-t-elle envoyé Kei accomplir cette tâche, si elle aurait très bien pu le faire elle-même? Je repense alors à Kaneda, qui s'était fâché contre sa compagne après son bain de purification. Il était persuadé que cette mission qu'elle venait de lui révéler ne concernait que les mutants, et qu'en aucun cas elle ne devait s'y impliquer. Même si notre jeune effronté avait eu cette réaction par simple amour pour Kei, il n'empêche qu'il mette le doigt sur un point bien précis. Pourquoi la vieille ne s'est pas occupée elle-même de cette besogne? Dans tous les cas, Miyako est exaltée et catégorique. Il faut libérer le potentiel d'Akira, quoi qu'il en coûte. Ce qui laisse présumer qu'elle est très confiante sur la conclusion de sa prochaine confrontation. Mais surtout, elle devient unanimement explicite sur l'objectif de son plan. Elle nous le révèle, enfin, dans toute sa clarté gutturale. Akira doit s'éveiller, pour la 3e fois. Et même si on l'avait senti profondément peiné lors de la 2e manifestation, on comprend que la configuration actuelle, un Tetsuo proche de l'effondrement, la rend plus propice à tant d'exaltation. De son côté, l'adolescent, ou tout du moins le fœtus biscornu qui le conforme, poursuit son désastre, endommageant toujours plus le temple. Les murs craquellent, le sol se fissure de toutes parts, et la salle où se trouve la prêtresse s'écroule sur elle-même, éjectant Masaru hors de son fauteuil. Numéros 19 et 25 hurlent de détresse, et sur 6 vignettes, véloces, zébrées et cruelles, les disciples de la vieille nous exhibent tout leur dévouement, se donnant la mort pour sauver l'enfant. Masaru va bien, juste un choc à la tête, il s'en remettra. Miyako semble perdre patience et appelle fermement Kei. Le portrait qu'elle nous offre pour accompagner son cri n'a rien d'exceptionnel, il est expressif à souhait. Mais je ne peux m'empêcher d'être traumatisé par l'obscure profondeur de ses petites lunettes rondes. Même si nous pûmes les apercevoir intégralement ancrés sur des plans très larges, ces verres oculaires se présentaient toujours sous forme d'un dégradé de trame qui simulait leur reflet spéculaire, et de ce fait toute la clairvoyance de la vieille. L'opacité indéniable dans laquelle il s'expose sur ce cadrage serré est perturbatrice. Elle attire notre regard dans les tréfonds les plus anxieux et intimes de Miyako, ce qui renforce la dramaturgie de son appel et le besoin inconditionnel qu'elle a de Kei. Nous retrouvons d'ailleurs la jeune femme dans les souterrains, en train de grimper les escaliers avec Chiyoko et Joker. Les secousses, toujours bien présentes, font valdinguer la tuyauterie. Fort heureusement, ils accèdent rapidement à un long couloir, ce même qui conduit au réseau d'égouts de la ville. Ils décident de l'emprunter. C'est quand même étrange qu'ils ne s'inquiètent pas pour Ryu, qui était parti avec Akira. Ils auraient quand même pu rejoindre le banc de charge, à moins que la dangerosité des lieux ne le leur permît. Bref, ils poursuivent leur avancée, mais Kei reste à l'entrée du tunnel, dans une position affermie. Elle prétend qu'elle doit y aller, prouvant qu'elle a parfaitement entendu l'appel de Miyako. Obasan l'interroge et lui demande où elle doit aller.
La jeune femme, le regard empli de détermination, lui répond alors « Tetsuo est toujours… » Et elle disparaît, subitement de l'arène, laissant Chiyoko seule avec ses préoccupations. Au monastère, invariablement ballotté par les tremblements, numéro 19, dans une gestuelle précise et juvénile, défait sa coiffe et nous révèle ainsi toute la splendeur de sa chevelure. Elle réitère sa requête à Kyoko et Masaru d'aller rejoindre Akira et, divulguant une gaieté sincère, leur présente ses adieux. Après ces petites lunettes rondes, c'est au tour de sa concavité buccale de nous étonner. Jamais, durant tout le récit, nous ne vîmes Miyako sourire. Et la mimique faciale qu'elle nous offre à cet instant précis dépeint parfaitement la joie intrinsèque qui la contamine. Indéniablement, la prêtresse est heureuse, car sa mission arrive à son terme. Il ne faut pas oublier que Miyako a été conçue pour ouvrir la voie au numéro 20. Elle quitte alors prestement la pièce saccagée, accompagnée par 4 sbires. Elle les interroge sur l'avancée de l'évacuation des lieux. Le temple sera entièrement vide dans 10 minutes, ce qui nous laisse bien présager sa future éradication. Soudain, Tetsuo apparaît, perforant une cloison et, instinctivement, il pointe ses pupilles sur la vieille, qui reste impressionnée par ce qu'elle contemple. C'est quand même la première fois qu'elle voit numéro 41 dans cet état. Elle demande à ses disciples de se maintenir concentrés. Ces derniers enrobent la prêtresse et se mettent en position de combat dans un style on ne peut plus chorégraphique. Tetsuo leur fait face et Miyako lance son cri de guerre. Une puissante vague énergétique taraude la corpulence fétale de l'adolescent, qui s'écroule à terre dans un vacarme poussiéreux et silencieux. Les moines paraissent essoufflés et la vieille émet son deuxième sourire, sûrement très satisfaite par cette récente attaque. Pour elle, il n'y a plus d'autre alternative. Il faut taquiner numéro 41 pour nourrir sa haine et sa colère, afin qu'il libère l'intégralité de son pouvoir. Ce qui prouve bien qu'elle est parfaitement consciente de la rancune que lui porte Tetsuo. Sur une page incandescente et immaculée, nous retrouvons Masaru, qui se remet lentement de sa chute. Kyoko lui demande s'il va bien, et lui propose d'y aller. Les 2 mutants se donnent la main, et disparaissent subitement de la salle, laissant pantois les moines chargés de les surveiller. De son côté, numéro 41 se redresse, en hurlant à nouveau ce vocable si singulier, preuve qu'il est toujours profondément alimenté par son inimitié envers la vieille. Cette dernière ordonne à ses disciples de ne pas se distraire, de poursuivre le forcing. Tetsuo résiste, nonchalamment, et le mur se fissure. Cette paroi, gravée de son bas-relief en forme de halo, se fracture. Il se cisaille, se fractionne en deux, créant une rupture dans notre lecture séquentielle. Car nous savons tous que ce bas-relief n'est pas la représentation graphique d'un jet de lumière, mais bel et bien l'analogie de ce courant invariant. C'est comme si de cet affrontement allait résulter une scission profonde de son impétuosité, une perturbation atemporelle de sa fatalité. Les moines enrobent toujours la prêtresse et tâchent de contrecarrer l'attaque. Mais le jeu de force s'équilibre et numéro 41 résiste au travers de cases calligraphiées par ses katakana à la sonorité grave et répétée. Face à cette folle pression, l'un des disciples ne peut se contenir et finit par s'aplatir contre le mur, tel un Chosan désemparé. Furtivement, une silhouette cisaille le champ de vision de Tetsuo. C'est Kei qui fait son retour et se réceptionne, vigilante. Le fœtus la suit du regard et dépolarise ainsi brièvement son attention. Miyako profite de cet instant pour porter une attaque. Viser l'épaule droite, comme si elle savait que c'était la partie de son corps la plus susceptible. Les moines s'exécutent, ils concentrent leur pouvoir et font éclater le deltoïde de Tetsuo, qui fronce à nouveau les sourcils. Kei est consternée, elle demande de vive voix d'arrêter, car Kaneda se trouve à l'intérieur de cet agrégat. L'expression faciale qu'elle offre à la dictée de ses mots n'est en rien concordant avec l'émotion qu'elle devrait dégager. On la sent plus surprise que paniquée. Ceci dit, au niveau du bras droit de Tetsuo, s'extrait soudainement un conglomérat de masse charnelle, comme si l'énergie qui se libéra de cette récente déflagration s'était instantanément convertie en matière, respectant ainsi les lois d'équivalence. Miyako reste concentrée et ordonne maintenant de viser le torse. C'est alors au tour de la paroi pectorale de voler en éclats. On sent numéro 41 hurler de douleur, même si aucune sonorité ne s'extirpe de ses cordes vocales. Un perturbant cadrage panoramique sur son visage nous le montre embelli d'un profond désarroi et d'une tristesse explicite. Les giclures de matière blanchâtre qui le taraudent ne font qu'accentuer cette détresse manifeste. Il s'écrase au sol, dans un vacarme cuisant, pendant que Kei tente de se maintenir sur pied. La prêtresse, toujours emportée par sa frénésie, sait qu'il va revenir à la charge, et sous le regard interrogatif de sa jeune disciple, des bouts de substance éparses finissent par rejoindre la masse corporelle de Tetsuo.
À cet instant, la lecture de son anatomie est totalement indéchiffrable. Son apparence de nouveau-né n'est plus. Ce n'est devenu qu'un conglomérat de chair difforme et atrophiée, qu'un artefact poisseux voué à croître indéfiniment. Comme si chaque attaque reçue ne faisait que libérer cette énergie qui se convertissait alors immédiatement en matière, et ainsi de suite. Condamnée par son hypertrophie, cette masse charnelle finit par toucher le plafond de l'arène et détruit le toit du monastère sous la constellation des réfugiés, postés à l'extérieur, légèrement à l'écart. À l'intérieur, les cloisons et les piliers poursuivent leur dégringolade, emportant quelques moines avec eux. Miyako, toujours aussi lucide et catégorique. Ce n'est pas encore terminé. Mais nous nous retrouvons très vite dans les entrailles de la Terre, dans ces souterrains redevenus subitement calmes. Un plan large nous montre le mont de charge, uniformément tramé, et la caméra s'avance afin d'éclaircir notre champ de vision. La plateforme est recouverte de débris tubulaires, et dans son coin supérieur droit, le corps d'Akira jonche, à plat ventre, inerte. Numéros 25 et 27, noyés dans l'obscurité, mais se tenant toujours la main, planent avec délicatesse et s'approchent de lui, dans un silence mortifère. Une fois au sol, il l'appelle, et le jeune môme semble se réveiller. D'une voix saccadée, et au travers d'un regard mielleux, il murmure le nom de ses amis, démontrant de ce fait qu'il est pleinement conscient de leur présence. Masaru et Kyoko l'incitent à se redresser, car tous comprennent, ici, l'enjeu de la situation. En arrière-plan, déchiqueté sous le poids d'un tuyau, le corps de Ryu gît sur sa mare de sang. L'ancien anarchiste est donc mort dans l'indifférence la plus absolue, et semble représenter à lui seul cette incapacité à conjurer l'inévitable. Lui, qui passa sa vie à tenter de percer le mystère Akira, ne devient finalement qu'une macabre dépouille à quelques mètres de son avènement. Et numéro 28 se redresse. Il émet un sourire démonstratif de sa totale compréhension. Il s'interroge alors pour Takashi, et les autres aussi, comme s'il ne les avait jamais oubliés, et s'inquiétait soudainement pour eux. Pourtant, juste avant la deuxième manifestation, lorsqu'il se retrouva face aux 3 mutants sur le bord du canal, il avait donné l'impression de ne pas les reconnaître. Et ici, après avoir reçu cette balle en pleine omoplate, il recouvre la mémoire et révèle sa joie enfantine de revoir ses amis. Kyoko, arborant cette même joie, le réconforte, lui assurant qu'ils vont bien et qu'ils sont là, eux aussi. Un plan aérien nous expose ensuite le vertige tubulaire des souterrains, où Takashi se dessine en amont, l'évitant avec délicatesse. Il se rapproche de ses compagnons, qui tous montrent un visage radieux. Derrière lui, 4 autres enfants, 2 filles et 2 garçons, les mêmes que nous vîmes sur la photo de famille aperçue lors du langoureux entretien entre Miyako et Tetsuo. Sur ce tirage papier, un siège vide nous avait fait comprendre qu'Akira n'était pas là. Et maintenant, à cet instant précis, nous pouvons contempler nos 8 mutants, du numéro 21 au numéro 28, ensemble. Tous donnent l'air d'être évanescents, sauf Akira, avec sa noire chevelure et la trame de son petit poncho. Un négatif, en quelque sorte, de cette photo de famille. Takashi, le sourire sincère, se rapproche. Notre jeune môme le regarde, exténué mais heureux. Ses pupilles ont retrouvé la profondeur de l'ébène. Et tout s'illumine promptement. Nos 7 mioches contournent la silhouette de numéro 28 dans une clarté impermanente et affirment qu'ils seront toujours ensemble. Le visage de Masaru et de Kyoko rajeunissent, leurs joues deviennent laiteuses et leurs iris globuleux. Il demande à Akira, d'un air calme et posé, s'il peut utiliser le pouvoir. Une image transparente nous montre ensuite nos 7 bambins, tous le sourire aux lèvres, écouter avec attention la réponse de numéro 28. Je me rappelle alors de ces 2 vignettes, provenant elles aussi du flashback relaté par Miyako, où nous avions pu observer nos 8 bambins, ensemble, mais dispersés en petits groupes, mimant des expressions faciales variées, et surtout avec un Takashi triste et à l'écart. Ici, tout est différent, ils sont tous unis et baignés par la même félicité. Eux qui furent sacrifiés pour le progrès de la science, eux qui servirent de cobayes pour un renouveau eugéniste, sont de nouveau ensemble, comme à l'époque du laboratoire, dans leur apparence la plus juvénile. À ce niveau actuel de lecture, il nous est toujours impossible de connaître les raisons de la première manifestation d'Akira, le 6 décembre 1982. Et il doit en être ainsi, pour l'intégrité du récit. Nous pourrons presque dire que la deuxième manifestation fut accidentelle, dans le sens où elle n'aurait pas dû se produire, mais elle s'est produite. À la vue de cette scène et de son découpage capricant, nous savons maintenant que nous sommes aux prémices de la troisième, et que cette dernière, oui, va répondre au mystère Akira. Cette manifestation ne pourra pas nous être inconnue, car nous allons la vivre en direct. Elle ne pourra pas être accidentelle, car on sent qu'elle est bien préparée et paramétrée. On est donc tout proche de cet accomplissement qui va changer la face du monde, et qui nous fut implicitement présenté dans les pages de l'épisode 19, paru il y a plus de 6 ans.
Tous sourient. Takashi sourit. Personne n'est à l'écart. Tous sont là, unis. Et Akira acquiesce par l'affirmative. Pendant ce temps, au monastère, la masse poisseuse et gerbante de Tetsuo continue de croître. Sous le regard effaré des réfugiés, son corps devient tout simplement méconnaissable. Il n'est plus qu'un conglomérat incohérent et difforme de lui-même. Numéro 19 s'extrait des décombres difficilement. Elle est mal en point et ne porte plus ses petites lunettes rondes sur le nez. Elle sent qu'elle a gaspillé la plus grande partie de son énergie et, dévoilant des yeux vitreux, elle appelle Kei. Soutenue par l'unique moine rescapé, elle observe la poussée de numéro 41, qui a définitivement perdu toute apparence humaine. La jeune femme arrive près de Miyako. Cette dernière lui fait comprendre que Tetsuo est presque à bout et qu'elle seule pourra terminer la besogne. Le vacarme soudain de la destruction coupe l'audition de la conversation et la prêtresse conclut sa phrase en affirmant que cela peut fonctionner. Kei acquiesce et disparaît de l'arène. Nous ne savons pas ce que lui a suggéré Miyako, mais elle s'exécute sans discuter. Tetsuo, ou tout du moins ce qu'il en reste, pointe alors son regard oppressant sur la vieille et lui afflige une violente salve du pouvoir. Le sol se dilacère sous une sonorité grave et répétée. Numéro 19 tente de maintenir son équilibre. Son disciple la protège en hurlant son dernier cri dans une image vibrante et solennelle. Son corps, brandi tel un bouclier, réapparaît en croix au travers d'un amas poussiéreux. Mais une tumultueuse décharge finit par dévaster l'ensemble du monastère, engouffrant les réfugiés dans une rafale de torpeur. Numéro 41 hisse alors sa putréfaction charnelle par-delà l'obscurité nocturne. Il ne cesse de prendre du volume. L'ouverture de sa bouche nous confirme son perpétuel désarroi. Une vignette silencieuse, balayée par les vents, nous montre des ruines décomposées, d'où s'extrait une silhouette. Soutenue par un bloc de béton, Miyako prend tout doucement possession du cadrage pour nous dévoiler son état jouissif au travers d'un sourire presque sadique. Ses vêtements sont déchiquetés et son corps ensanglanté. Ses yeux sont ouverts et ses pupilles bien visibles. Sa dentition est parfaite et son ricanement véridique, car elle sait qu'elle ne mourra pas si facilement. La voir ainsi est un spectacle déconcertant et pathétique. Mais une planche contrastée nous propulse instantanément dans les profondeurs de l'espace. Kei, concentrée et retenant sa respiration, se retrouve devant la carlingue de sol. Elle s'en approche, dépose ses doigts sous cette tôle froide et compose de ce fait un jeu d'ombre et de lumière féerique. Son regard est des plus perturbants. En observant son faciès, on ne la reconnaît pas. Elle me fait penser à un mix entre Sakaki et Kaori. Et elle-même aussi. Indéniablement, elle s'apprête à activer le satellite. Sur Terre, la main droite de Tetsuo s'extirpe de la brume poussiéreuse. Elle s'approche lentement de numéro 19 qui reste soutenu sur son bloc de béton. Elle s'avance, doucement, posément, montrant de l'hésitation malgré les invitations explicites de la prêtresse. De l'extrémité de ses phalanges poisseuses s'extraient des pédoncules qui semblent former d'autres mains, tout aussi poisseuses. Sa mouvance est nonchalante, comme si Tetsuo ne souhaitait, finalement, porter le coup fatal. Mais Miyako ne compte pas s'embourber dans l'inertie. Elle émet une violente décharge contre cette paume gluante qui finit par rétrocéder. La vieille est à bout de souffle. Sur 2 tiers de page, elle nous exhibe son corps famélique et en sang. Nous, qui, depuis le début de la saga, avions l'habitude de la voir bien portante, assise sur son futon, ornée de sa belle coiffe, dans un état de sérénité absolue. Ici, elle nous dépeint son contraire le plus cruel. Sans poitrine, sans musculature, les cheveux en bataille, la bouche remplie d'hémoglobine, mais calligraphiant ce même sourire sadique, signe indiscutable de sa victoire. Soudain, pris d'un spasme violent, elle contracte son visage pour ouvrir instantanément ses yeux, projetant sur le lecteur ses pupilles ulcérées et blanchâtres. Elle donne l'impression de voir pour la première fois depuis qu'elle sortit de son coma de 13 ans. Comme épris d'un arrêt cardiaque, elle dégueule une mare vomitive et sanguinolente avant de tomber. Dans sa chute, elle parvient néanmoins à susurrer le prénom de Sakaki. Et elle s'écrase au sol, comme une merde, dans un découpage et une cadence qui, et je ne sais pas pourquoi, me fait penser à du Katsuhiro lors de ses débuts. Cru, sans retenue, perturbant, virulent, authentique, spontané, vrai, du Otomo, quoi. Depuis le silence de l'espace, Sol expulse sa salve et enflamme l'atmosphère de son rayon dévastateur. Le laser percute les abords du temple, plutôt en retrait par rapport à cette masse charnelle en tuméfaction. Ce qui nous laisserait supposer que le tir fut très imprécis, mais il parvient néanmoins à inonder les vignettes suivantes d'une lueur incandescente et stimulante. Tout s'embrase dans les alentours,
et le visage de Tetsuo immobilise son regard sur ce flux thermogénique, comme s'il était envoûté par cet appel venu des cieux. Son corps se met d'ailleurs à fluctuer en direction du point d'impact. Indéniablement, il est attiré par cette source d'énergie dont il a tant besoin pour perdurer. À l'intérieur des décombres, Miyako, qui n'est toujours pas morte, ordonne à Kei de pointer l'objectif sur elle, d'orienter le laser dans sa direction. Après l'armée américaine qui avait utilisé ses soldats comme GPS pour le satellite Floyd, c'est au tour de la prêtresse de jouer ce rôle pour pousser Sol à viser juste. Mais la jeune femme est indécise, ce qui démontre bien que son premier tir était parfaitement calculé. Elle ne voulait pas détruire le temple ni tuer la vieille. Mais numéro 19 insiste, et, pendant que des mains droites se forment sans relâche depuis cet amas de chair difforme, elle lui énonce, dans une calligraphie quasi identique, la même phrase qu'elle lui proféra lorsque sa disciple se trouvait au stade olympique. « Peu importe qui est là, je t'ai dit de ne pas hésiter. » Le visage de Kei se noie dans une torpeur insatiable. Elle est rongée par les doutes et ne sait pas quoi faire. La prêtresse termine alors sa dictée en lui déclarant de faire ce qu'elle a à faire. Mais que faire? Au travers de ses yeux miroitants et velléitaires, elle doit penser à Kaneda, emprisonné dans les entrailles de Tetsuo. Elle doit penser à Miyako, aux portes de la mort. Mais elle doit repenser à Ryu aussi, et au combat qu'ils menèrent ensemble, jadis. Elle doit repenser à ses déboires dans le QG de l'armée et à sa connexion avec Kyoko. Et elle doit repenser à ses escapades dans les souterrains et au premier tir de Sol qu'elle vécut à la première personne. Elle doit repenser à la fourberie de Nezu et à la destruction de Neo-Tokyo. Elle doit repenser à la bravoure d'Obasan et aux odeurs méphitiques des camps de réfugiés. Elle doit repenser à ses retrouvailles avec Kaneda et à ses combats auprès du colonel. Elle doit repenser à ce bain de purification et aux conséquences de ses décisions. Et elle doit repenser à ses affrontements contre numéro 41 et au cauchemar visuel de ses mutations. Et elle doit repenser à tout ça et doit bien se demander en quoi le tir de Sol pourra mettre un terme à tout ce vécu. Elle n'en sait rien, car elle aussi, finalement, n'y comprend rien. Elle n'en sait rien. La vieille le sait, mais elle n'en sait rien. Donc de deux choses l'une, soit Kei fait ce qu'elle est à faire, et ainsi risque de se morfondre dans des songes à rallonge, risque de se confronter à une indécision éternelle, soit elle obéit à Miyako, tout de suite, et lui tire dessus, sans comprendre le sens de son acte. Tout comme Tetsuo avait obéi à la vieille lorsque cette dernière lui ordonna d'arrêter les cachetons, et ce, sans même savoir ce qu'il adviendrait, Kei obéit à la vieille et tire en poussant un hurlement silencieux et empli d'incertitude. Depuis l'opacité nébuleuse, le jet phosphorescent de Sol pointe son halo à la grande stupéfaction des réfugiés. La matière fécale de Tetsuo, arborant une multitude de mains droites, initie son ascension jusqu'à cette source d'énergie, beuglant ce même hiragana saccadé, empli de peine et de douleur. Le laser n'est plus qu'à quelques décamètres du sol, il se dirige tout droit sur le monastère. À ses côtés, aucune trace charnelle de numéro 41. Cependant, ce dernier réapparaît à la page suivante et incurve la trajectoire du rayon pour l'attirer en son sein dans une vignette surprenante et terrifiante. En perpétuelle croissance, l'enveloppe de Tetsuo doit répondre à un besoin insatiable de ressources. Et il trouve dans le tiers spatial une quantité d'énergie optimale qu'il pompe en courbant l'espace-temps. Tout devient incandescent, la clarté domine la mise en scène, le corps de Miyako tremble même dans une case lumineuse et suffocante. Noyée dans une trame asservissante, la chair de numéro 41 explose, expulsant sa matière gerbante de toutes parts. Un bulbe énergétique intense se libère alors, plongeant les environs dans une sclérose resplendissante et illisible. Les réfugiés tâchent de fuir au plus vite, mais ils sont très vite arrêtés dans leur élan par la survenance d'un spectre photogène. Une virulente luminescence les entoure, et, près des ruines, surgit une masse difforme, comme si cette soudaine déflagration d'énergie s'était instantanément convertie en matière. Une vue aérienne et contrastée nous montre alors cet événement hypnotisant. Le dôme incandescent, libéré par Tetsuo, commence à s'épandre avec pesanteur. La légère trame qui le façonne lui donne un aspect encéphalique, ce qui nous perturbe sur sa véritable composition, énergétique ou matérielle. Même lorsqu'il agglutine le temple de la vieille, on sent toute la porosité de sa surface. L'explosion poursuit son expansion. Elle recouvre les ruines de la capitale d'une couche blanchâtre et épaisse. La trame cérébrale est d'ailleurs bien visible sur cette sublime double page et nous pousse à déduire que nous sommes face à une manifestation qui n'est en rien comparable à celle de numéro 28. Planant dans les airs, avec grâce et élégance, Kei observe le spectacle avec engouement. Il s'est éveillé.
Une autre double page vient ensuite nous montrer la destruction de la capitale. On sent très bien que ces planches furent rajoutées pour l'édition de luxe, tant leur insération, trop lumineuse et incandescente, casse le tempo de la lecture. Même si leur qualité visuelle est indiscutable, je trouve leur présence ici inappropriée. Depuis le stade olympique, on entend parfaitement cette sonorité, grave et répétée, cadencée par un rythme myocardique, s'épandre sous ce sombre empyrée. D'ici, le colonel observe cette déflagration avec stoïcisme. Lui aussi doit repenser à beaucoup de choses en ce moment. Son mutisme d'impuissance nous le fait clairement ressentir. Depuis les gradins, Kai et les membres de la bande s'ébobissent de frayeur. Dans les souterrains, Joker et Chiyoko, qui forment décidément un joli couple, restent pantois face à ces secousses, se demandant si elles sont dues à Tetsuo ou à Akira. Toujours en lévitation dans l'atmosphère, Kei remarque soudainement la présence de numéro 28, aux côtés de Masaru et Kyoko. Sous le regard attentif de ses confrères, le jeune môme rapproche ses mains gantées l'une de l'autre, et un spectre lumineux commence à se dessiner. Nos trois mutants sourient, ils sont heureux, et une boule incandescente vient entacher l'horizon, poussant Kei à se protéger de sa clarté. Une double page monstrueuse nous montre alors un plan large et aérien. Au sol, le dôme énergétique de Tetsuo, à la rugosité encéphalique, s'épand limpidement de la capitale en ruine. Dans les airs, la sphère flamboyante d'Akira, aux propriétés nihilistes, commotionne les cieux de sa clarté. Des faisceaux de lumière s'expulsent de cette dernière et semblent calligraphier, inconditionnellement, la fresque impétueuse et intangible du courant invariant. La tension est à son maximum. Cette double page, monstrueuse, je le répète, fut clairement rajoutée pour l'édition de luxe, mais son adjonction, ici, est pleinement justifiée et adéquate. Voilà donc pour cette 15e vidéo consacrée à l'analyse d'Akira. J'espère que ça vous a plu, et merci encore infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Donc la 16e vidéo, voilà, à titre d'information, j'ai encore pas commencé d'écrire, donc ça va être assez chaud et assez dur. Mais bon, on va tâcher de se mettre à la tâche. Je tiens à préciser aussi que, moi je suis un peu particulier, j'ai horreur d'arrêter d'écrire. Et donc plus je m'approche de la fin, plus c'est difficile pour moi. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. En tout cas, elle sortira bientôt, j'espère. Merci encore pour tout, et je vous dis à la prochaine. Ciao.